On va travailler aujourd'hui sur le compte de stock. Voilà le compte de stock. On va essayer de faire aujourd'hui ce compte-là, cette partie du compte. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend une évaluation de la biomasse en carbone, à peu près partout dans toutes les études, le contenu en carbone de la biomasse sèche. La biomasse, elle est toujours mesurée sèche. Le contenu en carbone de la biomasse sèche, c'est de 50%. Donc, c'est pas trop compliqué, ça. Mais donc, on va mesurer donc, les arbres en termes de biomasse. On va mesurer les autres couches de végétation et on aura un total de biomasse en carbone, de biocarbone, au-dessus du sol. Des fois, on parle de biomasse aérienne, mais la terminologie récente de la FAO, c'est la biomasse au-dessus du sol. Donc, on a la litière, le bois mort et les racines. Alors, ça fait une partie importante. Vous voyez, au total, ça fait 30% à rajouter. On ne va pas travailler dessus maintenant parce que c'est calculé avec des coefficients qu'on trouve dans différents rapports de la FAO. Il y a beaucoup de travail. Alors après, on peut raffiner. Bien entendu, ce n'est pas la même chose selon les espèces d'arbres, etc. Ça, c'est les forestiers qui peuvent introduire ces raffinements. Au début, notre objectif, c'est d'arriver à faire un compte parce que ça permet de poser les bonnes questions. Ça permettra de dire aux forestiers, dites-nous, est-ce que c'est 0,12 ou est-ce qu'il faut un coefficient par type de forêt, etc. Et s'ils ont les informations, on peut très bien le faire. Il n'y a pas d'obstacle. Ensuite, on va voir le carbone organique du sol qui va être connu par une base de données internationale récente très avancée qui s'appelle ISRIC, qui est c'est très intéressant. Les scientifiques, les pédologues qui s'occupent du sol ont fait des gros progrès ces 5 dernières années. Et on commence à voir des choses qui sont d'assez bonne qualité. Et je sais qu'en plus, dans la base ISRIC, ils ont fait une variante plus détaillée pour l'Afrique. Et donc, pour la suite, on pourra vraiment travailler là-dessus. Et puis ensuite, donc, on a le carbone de l'animal. Donc, on va compter le stock de bétail. On va le compter en tonnes de carbone avec une approche qui va combiner de l'extraction de données et des coefficients statistiques, parce que bien entendu, il faut arriver à savoir, à transformer des nombres les statistiques qu'on va avoir, ça va être des nombres d'animaux par maille, et il faut qu'on arrive à estimer quel est le poids de ces animaux, et ensuite quel est leur contenu en carbone. Donc, il y a plein d'études qui permettent de faire ces estimations, parce qu'avec tout le travail qu'il y a sur le changement climatique et le compte du carbone, bien entendu, les agronomes se sont déjà préoccupés de tout ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire des calculs assez grossiers, mais qui sont basés sur des connaissances réelles. Ce n'est pas complètement inventé. Ce sont des premières estimations, et donc on aura un premier compte du carbone. Et c'est intéressant parce qu'on va voir, par exemple, que le cheptel, les animaux, se distribuent pas, il n'y en a pas partout. Donc, c'est des problèmes qui peuvent être localisés, par exemple. Et les problèmes localisés, c'est des problèmes sérieux et il faut les mesurer, bien sûr, parce que si on se contente de statistiques générales, on va trouver que le bétail, ça représente peut-être 1% du stock total
de carbone, de biocarbone, que ce n'est pas grand-chose, mais localement, ça peut être une pression qui n'est pas supportable, qui n'est pas soutenable par l'écosystème. On connaît bien le problème de la destruction de pâturages, notamment autour des puits dans les zones sahéliennes, où les animaux se concentrent pour boire et les grands troupeaux viennent et finalement ça crée des zones de désert autour des puits. Donc c'est ce genre de choses qu'on voudrait essayer d'observer et de décrire dans les contes des unités paysagères concernées. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc ce que l'on va faire, on va commencer par télécharger des données. Pour être autonome pour la production de comptes, ce n'est pas forcément d'un individu, mais ça peut être d'une organisation, ça peut être d'un groupe de travail. Pour être autonome, il faut pouvoir, bien sûr, savoir où aller chercher les données. Et donc, une partie des données dans les comptes nationaux, c'est des données qui seront fournies par d'autres organismes du pays. Donc, ça, c'est une première chose. Mais il y a certaines données qui ne sont pas disponibles. Et donc, on utilise les données internationales. Des fois, même les données internationales sont, enfin, dans bien des cas, elles sont utilisées au niveau des pays quand elles sont assez fines. Les données sur les sols, par exemple, il n'y a pas beaucoup je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des données qui sont plus fines que les données qui sont produites aujourd'hui par cette modélisation ISRIC, qui est un consortium entre des organismes de recherche européens et américains. Le problème, c'est d'aller chercher les données. J'ai expliqué hier la manière dont on va sur le web. Ça, je vous laisse le faire. Vous le ferez après, vous regarderez. Vous verrez les choses qu'il y a, vous verrez pour votre pays ce qui est intéressant, etc. Donc là, moi, j'ai déjà téléchargé des tuiles de données. Donc, là, ce sont les données qui sont téléchargées à partir d'une grille où on peut cliquer. On va cliquer la tuile sur laquelle on veut aller. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches possibles d'informations. On peut télécharger toute la planète si on veut, mais ils préviennent que ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Ce sont des données, là, dans le cas présent, la maille, elle est de 30 mètres. Ce sont déjà des données très fines. Mais sinon, on a des données qui sont même des images satellites. Là, ça, c'est une donnée FIRST, ça veut dire c'est les données pour la couverture d'images satellites Landsat sans nuages. Ils ont traité 500 000 images pour faire cette base de données. 500 000 images Landsat, ça fait beaucoup quand même. Et donc, on a là une couverture, une image Landsat de l'année 2000. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. Et là, pour la dernière année couverte, donc je pense que ça doit être en ce moment 2019 ou 2020. C'est GFC 2020, donc ça doit être 2019. Et donc, on a la couverture en arbre de 2000. Il y a une autre base de données où on a, par la même équipe, mais ils ne l'ont pas mis parce que je pense qu'ils veulent éviter il y a peut-être des problèmes dans les comparaisons. Il y a peut-être des problèmes ici ou là. Donc, mais il y a une base de données 2010 aussi. Donc, il faut regarder. Quand je dis qu'il y a des problèmes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bases de données internationales, elles sont optimisées pour la planète. Alors, il y a des fois des calculs qui sont ajustés aux continents, aux zones climatiques, etc. Ça peut être donc c'est ajusté, mais c'est quand même des calculs très généraux, puisque l'objectif, c'est de fournir une image de la planète. Et ça veut dire que localement, dans certains endroits, ça va marcher très bien, et dans d'autres endroits, ça va marcher moins bien. Voilà ce que ça veut dire, en gros. Et donc, il faut, quand on les utilise, il faut bien regarder pour être sûr qu'on ne fait pas un mauvais usage de ces données. Donc, là, il y a les données de la couverture. Là, c'est une densité des arbres. Mais il y a des nouvelles données que l'on doit pouvoir trouver. Donc, c'est 2000 seulement.
Ensuite, il y a les gains d'arbres depuis 2000. Alors, c'est une seule variable. Elle est moyennement, elle est intéressante. On va l'utiliser un peu. Mais bon, c'est seulement un cumul de tous les gains qui ont été observés, de tous les pixels ou un gain en arbre. On a vu un arbre nouveau avec le satellite là, arriver. Donc voilà ce que ça donne sur 20 ans. Alors, il y a une donnée qui est beaucoup plus intéressante, qui est les pertes en arbre. Et c'est très intéressant parce qu'il voit les pertes en arbre année par année. Donc on va regarder ces données, à quoi ça ressemble. Donc, on a les données année par année. Donc, comme on veut faire un compte de l'année 2000 et un compte de l'année 2010, c'est très précieux parce que, pour l'instant, on n'a pas de comptabilité de couverture des terres annuelle. J'espère qu'on va y arriver, mais on ne l'a pas encore. Et donc, pour regarder ce qui se passe entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, là, c'est avec ces données sur les arbres, au moins on a pour les arbres une variable importante que l'on peut utiliser. Donc, on va voir comment on peut extraire ces données annuelles. Ça, c'est le datamask, ça peut être utile, mais il y a maintenant plusieurs sources de données équivalentes. C'est toutes les surfaces en eau. Les calculs qui sont faits pour observer les arbres, c'est des calculs sur l'indice de végétation. Et les indices de végétation sont calculés en excluant les surfaces en eau. Donc là, on a un masque des surfaces en eau qui est, ça peut être utilisé en première approche. Hein, c'est pas mal, mais il y a l'Agence spatiale européenne en a produit un, le Centre commun de recherche en a produit un, et hier, Fatou nous a parlé aussi d'une base de données qui vient d'être créée et qui fournit aussi des masques. Je pense que ces bases de données sont peut-être plus intéressantes parce qu'on sait que, notamment dans la zone sahélienne, il y a beaucoup de variations des surfaces en eau d'une année sur l'autre au cours de l'année. Il y a des lacs qui ont une durée de vie très éphémère et qui durent quelques semaines, des fois quelques mois. Et donc, tout ça, ça commence à être mesuré aujourd'hui. Hein. Donc, voilà les infos. Donc vous avez beaucoup de données. On va aller chercher après, on va travailler aussi avec les données sur la biomasse de l'Agence spatiale européenne. On va même commencer par là. Alors, je vous ai expliqué le problème hein, de ces données, mais dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Il faut bien repérer. Donc, il faut se télécharger une carte comme celle que vous avez là en arrière-plan de la planète, qui va vous indiquer les longitudes et les latitudes. Hein. Et puis bien comprendre qu'on compte à partir en allant à l'est, à droite, on compte en allant à l'ouest, avec, vous voyez, avec des valeurs négatives. Hein. Voilà la manière dont ça se codifie. Et donc, il faut bien repérer. Les tuiles sont en général repérées par un coin. Hein, là, le coin supérieur, hein, le coin supérieur gauche. C'est en général ce coin-là qui est. Mais ça peut dépendre des gens qui ont produit la base de données. Hein. Les gens ils font pour le mieux. Donc, on va télécharger ces données. Ces données sont en format géographique. Dans certains cas, si la donnée est dans certains cas, la donnée peut être, si c'est fourni en tonnes par hectare, par exemple, on peut faire des extractions. On peut arriver à utiliser des données à partir de non projetés. Donc, il faudra les extraire dans des fichiers shapefile non projetés. Mais dans la plupart des cas, c'est plus sûr de reprojeter ces données de manière à être sûr que l'on a bien des hectares et que l'on va compter des hectares avec la valeur qui leur est associée. Donc, on va voir un petit peu ce genre de problème. On va regarder un troisième cas qui est une combinaison d'extraction de données, là avec des très grosses mailles.
Mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Et tout ça, il faut bien être sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à produire des nouvelles bases de données. Hein. Et donc, les données vont s'améliorer. C'est en amélioration constante. Et donc, on prend ces données qui sont c'est des données qui sont dites d'asymétriques. C'est un terme épouvantable. D'asymétrique, ça veut dire des données de statistiques qui sont transcrites dans des mailles géométriques, dans un maillage géométrique. Donc, vous avez des statistiques de la FAO, des nombres de chèvres, c'est des milliers de canards. Alors, c'est des canards et peut-être des dindons. Hein. Il y a des buffles, ça c'est un nombre de buffles, un nombre de moutons, nombre de chevaux et d'ânes, pardon, un nombre de vaches, un nombre de cochons, et puis des milliers de poulets. Donc voilà le travail qui a été fait. Et donc on peut, après, on peut travailler entre ces données, voir un petit peu comment on va les répartir dans nos UPSE. Et puis pour chaque type d'animal, on va voir à trouver des coefficients de conversion moyens, donc c'est des calculs moyens, qui vont être adaptés. Donc, quand je dis que c'est des calculs moyens, je dirais, qui correspondent à un moment donné, on va raisonner par simplification en unités de gros bétail. C'est un concept habituel, très utilisé en agronomie, qui consiste à voir un peu quelle est la charge sur un territoire donné de différents types d'animaux. Et tout ça est converti en vaches. Donc, l'unité de gros bétail standard, c'est une vache de 600 kg. C'est peut-être une vache un peu grosse déjà. Dans certaines régions d'Afrique, elles sont peut-être un peu plus légères. C'est peut-être une vache européenne, j'en sais rien. Mais en tout cas, on fait une conversion en unité de gros bétail. Il y a des coefficients. Tout ça, quand vous travaillez avec des agronomes, bien sûr, les agronomes, eux, ils ont des coefficients nationaux, ils ont des valeurs qui vont être probablement différentes des valeurs standards qu'on utilise au niveau global. Mais donc ça, c'est pour l'étape suivante des comptes. Le travail, ça va consister à extraire les différentes variables, à les traiter, à les intégrer dans les UPSE, et puis peut-être on terminera le bouclage de ce premier compte. Donc maintenant, je vous propose que l'on aille dans Saga. Avant, on va regarder les données que l'on a. Vous avez un répertoire. Donc, c'est NKCC Congaré V3, hein, et c'est un extrait, c'est les carbone stock, les comptes du carbone. D'accord? Et on a juste les données pour les comptes du carbone. Hein. Donc, vous allez travailler dans le fichier exercice. Là, je l'ai appelé mon exercice pour être sûr, parce que exercice et corrigé, ça pouvait prêter à ambiguïté. Donc, là, mon exercice, ça veut dire c'est là que vous allez stocker vos données. Donc, il n'y a rien pour l'instant. Hein. Le corrigé, ça, c'est moi qui ai produit tout ça. Donc, le corrigé, c'est en cas de malheur. Hein, c'est s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne reste pas bloqué et puis on refait l'exercice après, mais dans le cours de la formation, on peut aller chercher les données dans le corrigé. On sait qu'elles sont là. Et puis, donc, on a les données d'entrée, les données qu'on va utiliser. Alors, les données, on a différents types de données. Alors, vous voyez, il y a des données, par exemple, qui sont des fichiers tableurs, hein, Excel ou LibreOffice les ouvre sans problème. Et ces fichiers vont permettre de calculer les valeurs sur des quantités de bétail, des quantités d'animaux en carbone. Et ça, on va faire les calculs par UPSE, on va le faire sur le tableur, puisqu'il faut mettre des coefficients, on aurait pu le faire sous Saga directement, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd, ça va plus vite à le faire sur le tableur. Donc on le fait sur le tableur, et après on va extraire les résultats, et on va les joindre à un fichier shapefile. On a maintenant, parmi les données qu'on va avoir, on va avoir les données
sur la couverture des terres. Alors, ce que je vous recommande pour commencer, c'est de charger les données générales sur la couverture des terres. Il y a d'autres données que l'on a là. Vous verrez, on a un masque sur les forêts parce que on doit faire une estimation. On a on va avoir des écarts entre ce qui est réellement mesuré dans les bases biomasse et la base biomasse de l'ESA et la base sur les pertes d'arbres. C'est-à-dire que les arbres sont en dehors des forêts. La base biomasse marche bien sur les zones forêts. Sur les zones agricoles, par exemple, où il y a des arbres, en général, ça ne marche pas très bien. Par contre, la Hansen, la base sur les pertes d'arbres, elle voit les arbres partout, puisque c'est à 30 mètres, donc les arbres sont. Donc il faut pour certains calculs, il va falloir qu'on le fasse uniquement sur le champ des forêts, hein, sur les zones de forêt qu'on va extraire de la couverture des terres. Donc ça, on ira les chercher après si on veut, si on n'a pas le temps de faire l'extraction nous-mêmes, ou sinon on fera l'extraction nous-mêmes. Donc vous téléchargez ces données de Landcover. Je peux peut-être le faire directement. Hein. Donc, on va grid load et on est bien dans le carbone stock. Donc là, j'étais dans les corrigés. Données d'entrée. Donc, je vais dire le Landcover. On prend d'abord les deux. On fait ça, si on veut, on fait comme ça, ou on fait un double clic, c'est pareil. Hein. Donc, on a le Landcover, on veut les données sur la biomasse. Alors, la biomasse, je vous ai fourni, d'abord, on va faire un premier exercice, et on va le faire tout de suite. Hein. Donc, le premier exercice, ça va être, j'ai téléchargé 2 tuiles. Là, vous voyez à l'écran, il y avait N50E20 et N50E30. Donc, j'ai 2 tuiles de la base de l'Agence spatiale européenne. Donc, on va regarder les tuiles. Hein. Vous avez cette tuile-là. Vous avez cette tuile-là. Donc, si je fais Windows, Tile Verticale, on va télécharger le fichier de la zone. Vous vous souvenez qu'on a fait les comptes pour la zone qui correspond au bassin versant de niveau 6, hein, les bassins versants déjà de taille intermédiaire, donc qui est bien plus grande que la Moldavie. Donc, autant continuer à extraire les données pour la zone la plus large, hein, pour ne pas se retrouver embarrassé si un jour on veut faire un calcul et qu'on a visé trop petit. Hein. Donc, on va prendre les bassins, on va prendre les bassins de niveau 6. Et ça va nous permettre de voir ce que ça recouvre. Mais attention, vous voyez les petites manies, hein, les petites habitudes qu'il faut avoir pour savoir. Là, on a un fichier qui est en EPSG, c'est les codes des systèmes de projection, 3035. 3035, ça correspond à la grille, hein, c'est le système de projection dans lequel on travaille. Donc là, on est cohérent avec le Landcover. Mais les données internationales, si je regarde à droite, dans les propriétés, properties, description, hein, j'ai les descriptions, je vois que projection géographique, coordinate système, EPSG 4326. Ça, c'est la plupart des bases internationales sont comme ça. Certaines ont un système un peu différent, mais la plupart sont comme ça. Et c'est très bien d'ailleurs. Donc, si je veux pouvoir superposer, par exemple, vous vous souvenez qu'on peut superposer, alors je vais mettre
en plein écran. Voilà. Hein, je peux superposer les shapes à une grille. Et là, si je veux superposer mes shapefiles qui sont en 30-35, donc en projection, Lambert 2 étendu, etc., sur la carte sur la carte en coordonnées géographiques, je peux essayer de le faire. Hein. Donc ça, c'était la carte, je pense que c'est celle-là. Je projette, il me demande si je veux, s'il peut faire un effort. Ah ben si, il y arrive. Oh là là, je dis une bêtise. Donc il dit, ah ben ça c'est très bien, c'est formidable. Donc il y arrive. Mais si je veux faire l'extraction maintenant, alors donc il y arrive. Il y arrive, ça veut dire que visuellement, Saga a maintenant un système, ça s'appelle de projection on the fly. On the fly, c'est, je ne sais pas comment on traduirait ça en français, on the fly, comme ça quoi. C'est juste visuel. Si je veux faire une extraction de statistiques, essayons de le faire. Allez, on va le faire juste pour vous montrer que ça ne marche pas et qu'il faut faire bien attention. Donc, je vais prendre, donc c'est grid statistique. Je vais faire grid statistique for polygone. J'ai la coordonnée, oui, c'est 20-40, ça c'est 30-40. Voilà. Donc, je vais prendre une et je vais mettre polygone, les bassins. Je vais prendre la somme simplement, peu importe, et je vais faire l'extraction. Et vous voyez ce que me dit le Saga? Il me dit erreur. Il n'y a pas d'intersection spatiale. Parce que si vous regardiez, si Saga n'avait pas fait cette visualisation on the fly, à la volée, hein, c'est juste pour la visualisation. Hein, mais ce n'est pas les vraies données. Hein, ce que vous voyez sur l'écran, ce n'est pas les vraies données. C'est la visualisation des données. Et donc, les vraies données, elles ne sont pas au même endroit, en fait. Hein, imaginez un grand espace où vous avez plein de points avec des coordonnées dans tous les sens. Vous avez à un coin, vous allez avoir la shapefile, et à un autre coin, vous allez avoir la grille. Donc, ça ne peut pas marcher. OK? Donc, on abandonne. Alors, on va faire quelque chose de simple. On va projeter. Alors, projeter, on va... je vais y aller par là parce que je ne connais pas le nom exact. Vous voyez, vous avez Tool. Vous pouvez accéder aux outils de plusieurs façons. Hein, par le petit outil de recherche, par géoprocessing, vous avez projection. Ah ben vous avez, là c'est facile. Là. Alors, on y va plutôt par là. Projection, et vous avez projection, coordinate, transformation, shapes. D'accord? Et ça marche vraiment simplement, hein, ce système. Il ne faut pas se poser de questions. Ce que vous dit Saga, c'est authority code. Ça veut dire que si vous lui donnez aucun autre code EPSG, vous voyez EPSG, hein, cet organisme des pétroliers qui ont défini cette codification des systèmes de projection et qui est utilisée par tout le monde. Donc, la 4326, c'est ce que l'on veut obtenir. D'accord? Et puis, vous avez les paramètres d'entrée de la carte que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de les spécifier. Saga se débrouille tout seul. Hein, vous avez 30-35. Et donc, Saga
il sait qu'il a un fichier en 3035. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le nom, hein, c'est parce que c'est dans les propriétés du fichier, et il va produire un fichier en 4326. OK? C'est très rapide. Hein? Alors, il est toujours nommé 3035. Hein? Ça, Saga ne fait pas le travail pour vous. Donc, on va tout de suite le renommer. On va remplacer 3035 par 4326 et on va faire OK. On applique. Et puis, peut-être que ça vaut la peine de le sauver. Alors, on va le faire Save As et vous allez le sauver. Alors, excusez-moi, mais là, ça va être. Vous allez le sauver dans mon exercice. D'accord? Donc là, vous aurez un fichier de référence en 4326 pour faire après vos découpages, hein, le clipping, les clips, pour faire le découpage des grandes tuiles pour avoir juste la zone de travail. Voilà, donc il est sauvé. Je dirais, on n'a plus besoin même du... On va le fermer, celui-là, le 3035. Comme ça, on ne fera pas d'erreur. Et donc là, si on met le 4326, là, ça vient tout de suite. La Saga, il ne vous demande pas il ne vous dit pas, attention, ça ne marche pas, est-ce que je continue? Ça vient tout de suite. Et donc là, on va pouvoir faire l'extraction. Sauf que, vous voyez qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout, quoi. Et donc, on va avoir, il va nous manquer quelque chose dans ce secteur-là. Alors, on va produire donc la tuile de travail. Et de la tuile de travail, on va commencer par faire un assemblage de la tuile nord 50, est 20 et de la tuile nord 50, est 30. Donc pour ça, on va chercher l'outil qui s'appelle Mosaic. Mosaicing. Alors Mosaicing, hein, vous avez deux options. Hein, je vous ai expliqué, un grid collection, c'est des formats où vous avez plusieurs grilles dans un seul fichier, hein, qui sont associés. Et typique des formats des images satellites. Ça s'appelle une grid collection. Un nom de format très connu, c'est HDF, hein, dans lequel vous avez. Nous, on travaille sur des grilles simples. Donc, on prend Mosaicing. Alors, qu'est-ce qu'on veut lui faire mosaïquer? On va lui faire mosaïquer des choses mosaïcables. On va lui faire mosaïquer les deux, comme ça. On va l'appeler mosaïque, ça pas. On peut lui donner un nom si on veut. On peut dire mosaïque ESA, CCI, Domas. On va le faire le rééchantillonnage. On ne va pas lui demander de faire du rééchantillonnage de type lissage ou pour. Ça sert à arranger, à mettre une continuité, si vous voulez, quand vous avez souvent, c'est des tuiles qui ont été produites à des dates différentes, par exemple. Hein, parce qu'à chaque fois, c'est une image du satellite, hein, prise par le satellite. Donc, pour avoir un ensemble plus harmonieux, vous avez des tas de solutions. Hein. La data storage type, c'est quand on fait des tuiles qui se superposent l'une par-dessus l'autre. Ça, c'est très commode comme fonction dans Saga. Ça, c'est formidable parce qu'on peut empiler. Alors, on va lui dire quelle est la... Non, je dis une bêtise. Peu importe le data storage. Overlapping areas. Voilà, j'avais confondu. Donc, c'est les zones qui se superposent. Alors, vous dites quelle est celle que vous voulez voir. Et si vous dites la dernière, ça veut dire que vous allez charger des fichiers et que c'est la dernière va écraser toutes les autres couches. Et donc, ça, c'est très commode. Par exemple, vous voulez remplacer, vous avez une carte et vous trouvez que l'urbain n'a pas été bien cartographié, par exemple, dans votre plan de cover. Et vous avez par ailleurs un autre fichier, vous avez un urbain qui est mieux cartographié, vous en avez davantage, etc. Vous prenez votre nouvel urbain, vous le mettez en la valeur, le code de l'urbain, le même code que celui de la carte de départ, et le reste en no data, et vous faites une mosaïque.
Et à ce moment-là, vous avez votre urbain qui vient remplacer l'urbain précédent ou le compléter. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais nous, on fait une mosaïque toute simple, puisque c'est côte à côte. Donc on fait OK. Et donc là, la commande, elle est partie. Et donc, c'est des fichiers qui font 50 gigaoctets chacun. Hein. Et donc, vous voyez que quand vous voyez dans le coin en bas à gauche, ça vous dit ce que le logiciel est en train de faire. Hein. Donc, on a un nouveau fichier, mosaïque. Et ce fichier, vous voyez, c'est toute la zone maintenant. Hein. Ça, c'est un seul fichier. Et ce que l'on veut, donc là, je vais mettre le polygone IBAS 6. Hein. Ce que l'on veut, c'est, ben voilà, je l'ai mis, j'ai fait la bêtise. Donc, je recommence et je veux le mettre en superposition avec la zone, hein, parce que ça, c'est la fenêtre de travail que l'on veut. Hein, c'est le rectangle de travail que l'on veut. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais mettre transparent. Je vais mettre noir, on ne va pas voir grand-chose. Je vais mettre blanc. Je vais mettre les traits à 2, par exemple. Voilà. Donc, voilà ma zone sur laquelle je veux extraire les données. Je voudrais savoir quelque chose comme ça. Hein, ça va être ça ma fenêtre de travail. Hein. Donc, on va produire ça simplement. On va faire un découpage. Donc, découper, en anglais, ça se dit clip. Donc, on va chercher clip. On va voir ce que ça nous propose. Polygon clipping. Alors, on peut faire le clip de plusieurs façons. Si je fais clip grid with polygon, ça va me garder simplement ce qui est à l'intérieur du polygone. Et tout le reste va être en OData. Mais bon, autant garder une tuile. Hein. On a commencé à travailler par tuile. Autant la garder. On peut faire le clip après si on veut. Hein. Ce n'est pas un problème. On va faire clip with rectangle. Ça veut dire que ça va prendre la taille. Le rectangle, il est fixé par la taille de la shapefile. Hein. Donc, c'est la boîte dans laquelle la shapefile se trouve. Et donc, mon grid system, donc là, il me faut... ben c'est celui-là. Hein. C'est celui-là qui est... c'est le plus grand. Hein. On voit les deux tuiles que l'on a mosaïquées. Donc, voilà le système de la mosaïque. Voilà, je trouve bien la mosaïque. Et l'étendue, c'est le... Et alors, je pense qu'il y a une chose qu'il vaut mieux faire. Il y a plusieurs options sur les bordures. Je pense qu'il faut s'aligner sur le système de grille. Parce que le risque, c'est que comme les shapefiles ne savent pas dans quel système de grille on est, c'est fait indépendamment, et donc on peut faire glisser un petit peu les grilles. Donc il vaut mieux toujours s'aligner sur le système de grille. Ça évite des petits problèmes dans les calculs. Là, on s'aligne bien sur le système de grille. D'accord? On va faire l'extraction. Et donc, ça, c'est déjà fait. Et donc, vous voyez, là, j'ai un fichier qui s'appelle maintenant, qui s'appelle clip mosaïque. J'ai uniquement la zone qui m'intéressait. Donc ça, c'est pour beaucoup de fichiers qu'on va chercher sur l'Internet, c'est la procédure la plus simple pour avoir une base de données qui correspond à votre zone d'étude. Les données, hein, elles sont décrites. Si vous voulez aller chercher les données vous-même pour votre pays, vous allez les chercher là. Il y a les données sont décrites. La documentation, hein, il y a toujours des articles qui vous expliquent hein, comment sont faites les données. Donc, vous pouvez aller les récupérer. Vous voyez, c'est une base de données globale. Vous pouvez récupérer la planète en entier si vous voulez. Et c'est exprimé en mégagrammes, ce qui est une façon un peu compliquée de dire des tonnes. Enfin bon, c'est peut-être mieux de mettre mégagrammes. Les tonnes, il faut se méfier. Hein. En anglais américain, il y a la tonne 2NE, qui est la tonne métrique, et qui est souvent appelée metric tonne. Et puis il y a la tonne TON, qui est une de ces unités anglo-saxonnes bizarres.
qui ne fait pas exactement une tonne. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut se tromper dans les calculs. Hein. Donc, c'est mg, mégagramme, des tonnes en français, et en américain, des métriques tonnes. Donc, les variables, les données qu'on a, c'est 2010, 2017, 2018. Donc là, on a fait un premier calcul, je crois, sur 2010. Peu importe, en fait, véritablement. Donc, on fait pour le premier calcul, hein, pour le mosaïquage, voilà ce qu'on a fait. Ensuite, quand on a fait une année, on fait 2017 et 2018 de la même façon. Hein. Et ensuite, on va commencer à calculer une année de base. Parce que vous avez noté que l'on a juste 3 ans là, et puis on n'a même pas 2015. Alors, on va essayer d'estimer 2015 à partir de 2018 et des autres. 2017, on a 2010, 2017, 2018. Alors, on va peut-être on peut faire le calcul. Vous avez le clip. Je reviens sous Saga. À ce moment-là, il va falloir qu'on cherche dans les grilles. On va commencer par rééchantillonner les données. Donc, on va le faire aussi pour le 2010. Et puis après, on ira chercher les données toutes prêtes après. Donc, on va faire le rééchantillonnage à 100 mètres de ces données. Donc, c'est des données qui sont en principe à 100 mètres. C'est pour ça que c'est des fichiers assez gros, à l'équivalent de 100 mètres, 100, 120 mètres. Donc ça ne pose pas de problème à faire un rééchantillonnage. Ça ne va pas faire trop de distorsion. Dans d'autres cas, ça fait davantage de distorsion. Donc on va tout de suite rééchantillonner le fichier clip. Et donc, on va le rééchantillonner pour le mettre compatible avec nos cartes de land cover à 100 mètres. Hein, donc vous voyez là, on a les deux cartes de land cover et le clip, il est en 43-26. On veut l'avoir en format 30-35. Hein. Donc, on va faire rééchantillonner. En anglais, ça se dit resampling. Je peux chercher ici coordinate transformation. Coordinate transformation grid. C'est celui-là qu'il faut prendre. Hein. Grid system, c'est celui-là. La source, c'est le clip. On va lui dire nearest neighbor et on va lui dire, en fait, il va faire le rééchantillonnage tout seul. Vous voyez, il y a resampling. Quand il va reprojeter, on va lui dire de reprojeter à 100 mètres. Donc, dans la transformation, on va faire à la fois transformation et rééchantillonnage. 30, 35. D'accord, donc il faut lui donner, on veut en 30, 35, on veut source, clip, mosaïque, nearest resampling, nearest neighbor, et la grille à 100 mètres. Et alors là, alors ça a marché, mais on n'arrive pas à le visualiser parce que la valeur maximum, c'est 633. Si je mettais 600, j'avais 600, je crois, de valeur maximum. Vous voyez, j'ai déjà quelque chose, hein, mais ce n'est même pas 600, c'est 60. Voilà, c'est 60 tonnes à l'hectare que l'on a. Et donc, si je plafonne, donc toutes les valeurs supérieures, ça ne compte pas, en fait. Hein. Donc, voilà mon fichier qui est rééchantillonné. Et je vois les valeurs. Alors, vous voyez que j'ai beaucoup de valeurs zéro, ce qui va expliquer pourquoi on fait le calcul par la suite. Donc, voilà les valeurs que j'ai de biomasse, de stock de biomasse à l'hectare. Vous voyez comment je joue sur les couleurs? Je peux jouer de plusieurs façons sur les couleurs. Hein. En définissant vous voyez la gamme du bleu au rouge, là. Je peux la changer aussi, hein, mais là, la gamme du bleu au rouge, elle va traiter l'étendue des données. Alors, je lui dis, je veux une étendue entre 0 et, alors là, je veux peut-être mettre 500, par exemple. Là, c'est un peu trop. Parce qu'à ce moment-là, elle va me représenter les données où j'ai des variables. Si je mets une valeur trop haute, ça va être dans le bleu. Si je mets une valeur trop basse, si je mets 5, par exemple,
j'ai tout rouge. Hein, c'est-à-dire c'est mon plafond. Donc, si tout ce qui est plus que 5, c'est en rouge. Donc, je ne vois rien. Hein, donc, là, c'était pas mal. Hein, j'ai quelque chose. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a beaucoup de valeurs qui sont à 0. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a une valeur à 0? Parce que ces données de biomasse, et je dirais c'est probablement des nouvelles données de biomasse, je pense que sur les Guyanes, ce n'était pas forcément exactement la même chose, où les Guyanes, il y a de la forêt partout, donc peut-être qu'on n'a pas vu le problème, mais là, ce qu'on voit bien, c'est que quand il n'y a pas de forêt, est-ce que vous voyez le bas de l'écran? Vous avez X, Y et Z. Z, c'est la valeur que vous avez sous le curseur, hein, sous le curseur, quand vous déplacez le curseur. Vous voyez, donc là, je vois, j'ai 302, par exemple. Là, mon curseur, il est presque invisible, hein, il est tout petit. Hein. Quand vous déplacez votre curseur, et j'ai beaucoup de valeurs à 0. Alors, la raison, c'est que la biomasse, elle est calculée avec des images, en incluant des images radar. C'est un mélange d'images sur la NPP, je sais pas, sur l'indice de végétation visible, et d'images radar sur l'altitude. Et donc, dans les zones agricoles ou de prairies, l'image radar, elle est à 0. Et puis, je suppose qu'ils ont dû prendre une hauteur d'arbre. Normalement, en foresterie, c'est un arbre, ça doit faire 7 mètres de haut, quelque chose comme ça. Donc, ils ont dû prendre des critères. Ce qui fait qu'on n'a pas la biomasse des broussailles, on n'a pas la biomasse de l'agriculture, on n'a pas la biomasse des pâturages. Donc, il va falloir que l'on fasse un petit correctif sur la carte. Là, on n'a pas d'information, on va faire une estimation grossière. Et puis aussi, on n'est pas sûr que l'on est dans les forêts même. Hein. Les forêts, ce n'est pas seulement des arbres. Hein, vous voyez, dans ces zones très forestières, vous avez des pixels bleus. Et donc, je pense que dans les forêts aussi, on a sous-estimé la valeur de l'herbe ou des broussailles, hein, qui sont des buissons qui sont sous les arbres. Donc, il va falloir que l'on rajoute cette couche-là. Ça, c'est le principe hein, d'extraction. Là, on a pu faire le rééchantillonnage directement parce que avec la projection, des fois, il faut simplement faire une projection en indiquant un autre système. On peut faire la projection en laissant si je prends la projection, par exemple, donc si je mets grille définie par l'utilisateur, je dis simplement 30-35, ça c'est le système de projection. Voilà ma donnée d'entrée. Et ce que ça donne en fait, en réalité, hein, ils appellent ça une base de données à 100 mètres, mais ce que ça nous donne ici, dans la zone en particulier ici, hein, ça nous donne des pixels de 120 mètres. Voilà ce que ça donne en réalité. J'aurais pu faire si j'avais eu par exemple des pixels très grands, il aurait peut-être mieux valu que je fasse en 2 temps, hein, que je le projette en 30-35 avec des pixels qui vont faire, mettons, 1 kilomètre de côté, ça va faire 1000, je ne sais pas trop quoi, et puis après que je fasse un rééchantillonnage. Donc ça, il faut voir comment ça marche le mieux, quoi. Alors, ce que l'on va faire pour terminer cette étape, on va juste charger les données qu'on va utiliser pour la suite. Donc, load input data. Donc, on a ESA CCI et on a les 3 fichiers. Donc, celui qu'on a calculé nous-mêmes, c'est le premier en haut. Hein, et les 3 sont calculés de la même façon. Donc, on va les prendre. On peut effacer celui-là si ça ne nous sert à rien quand on a fait l'exercice. Hein, et donc, on a les 3 fichiers avec lesquels on va travailler. Alors maintenant, ce que je vous recommande, si vous en êtes bien ici, c'est de faire un projet
Save Project As. Et vous allez pouvoir le sauver. Moi, j'ai un projet sauvé là, mais dans mon exercice, vous allez pouvoir, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, c'est quoi? C'est Kangare 4, carbone. C'est carbone stock. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Que la mosaïque n'a pas été sauvée. Oh, on n'a pas besoin de les sauver. Hein. Vous savez le refaire, la mosaïque. Hein, tout ça, ce sont des calculs intermédiaires pour arriver, si on est content avec les cartes à 100 mètres, on n'a pas besoin de garder les fichiers intermédiaires. Hein. Ça vaut peut-être mieux que ça prend de la place. Hein. Si vous voulez les garder, vous sauvez, ça va le sauver. Hein. Ça va le sauver directement dans mon exercice. Hein, puisque votre projet. C'est à vous de voir si vous voulez le sauver ou pas. On ne va pas s'en resservir. Hein. Des fois, Saga, il n'est pas content. Il arrive qu'on lui pose 2 questions en même temps. Hein, on passe une commande et puis aussitôt, on tape sur des touches, il comprend que c'est une 2e commande en même temps. Dans ce cas-là, Saga, il peut se fermer. Il se ferme, c'est fini. Donc, il vaut mieux avoir tout ce qu'on fait, qu'on veut garder. On a le projet. Et puis, de temps en temps, on save. Donc là, ah oui, il va me demander. Je dis, OK. Donc, on sauve le projet. Hein. Oui, je vais le fermer. Voilà. Voilà, là j'ai fermé et je suis sûr que mon projet est bien sauvé. Ce que donnent les mesures habituelles, c'est la biomasse sèche. Il n'y a pas d'humidité. C'est la matière végétale sèche qui contient du carbone. Ce sont des hydrocarbonates, les fibres de cellulose. Il y a des atomes d'hydrogène, mais il y a aussi du silicium, il y a aussi d'autres éléments. Hein. Donc, le contenu en carbone de la biomasse sèche, c'est 50%. C'est pour ça qu'on divise par 2. Et toutes les mesures sont faites en biomasse sèche. Alors, dans certains cas, si on a des volumes de bois, par exemple, ou des tonnes de bois, il faut les convertir après en biomasse sèche et après en carbone. Et donc, quand vous avez des tonnes de bois, en gros, en moyenne, alors là, il y a plus de variabilité, mais en moyenne, c'est aussi à peu près, la biomasse, c'est à peu près la moitié d'une tonne de bois, c'est de la biomasse sèche. Moitié humidité, moitié biomasse sèche. Et la biomasse sèche, il y a la moitié qui est du carbone. Donc, si vous avez une tonne de bois, vous divisez par 4 et vous avez le contenu en carbone. Hein, le carbone, c'est l'unité de mesure de notre compte. Parce qu'on a le carbone des arbres, le carbone des herbes, des récoltes agricoles, des animaux, c'est le carbone qui nous sert à compter. Donc, c'est des règles assez simples. Je pense que c'est des valeurs par défaut qui sont acceptables quand on n'a rien de mieux. Hein. Et bien sûr, quand on fait des comptes dans un pays, il vaut mieux avoir les professionnels, hein, d'avoir les forestiers, qui vont dire non, dans cette région, c'est plutôt tel type d'arbres, et que ces arbres sont très denses ou ils ne sont pas denses du tout. Et donc, il peut y avoir des petites variations autour de 0,5. C'est surtout entre les tonnes et la biomasse. La biomasse elle-même, biomasse carbone, c'est 0,5. Mais entre les tonnes et la biomasse, ça peut varier un peu, hein, selon les arbres. Quand vous avez de l'ébène, par exemple, ce n'est pas la même chose que si vous avez du peuplier, hein, de l'acajou. C'est pas pareil, hein, c'est évident. Du palmier, j'en sais rien. Bon, on voit bien que le bois, il y a juste besoin de toucher le bois et on voit bien que ce n'est pas la même chose. Mais bon, en moyenne, c'est 0,5. Donc, on a déjà une première grandeur. Moi, je vous propose de le sauver tout de suite. Save as. Alors, vous allez le sauver au bon endroit. Vous le sauvez dans mon exercice. Voilà, on a déjà quelque chose. Maintenant, on va passer à un exercice un peu plus compliqué qui va être d'estimer l'année 2000. On va utiliser pour ça les données Hansen. Donc, vous avez page 23, 24, 25 explique comment récupérer ces données. On a déjà pas mal parlé ce matin. Hein. Donc, on va calculer. Donc, on a les gains. Donc, pour les gains, on a 20 années. Donc, ce qu'on va faire,
pour connaître le stock de 2000, on va faire une correction pour dire, voilà, le stock de 2000, c'est le stock de 2015, moins les arbres qui ont été gagnés entre 2000 et 2015, mais plus les arbres qui ont été coupés entre 2000 et 2015. Vous avez le stock de 2015. On a des gains entre 2000 et 2015. On a les pertes 2000, 2015, plutôt 2020. C'est des estimations, hein, c'est pas exact. Et là, on a plutôt les pertes, on va les avoir plutôt à partir de 2001, logiquement, hein, parce que 2000, c'est le départ. Donc, voilà, donc ce qu'on veut mesurer, c'est le stock 2000. Alors, on va supposer qu'on a 1000. Les gains, on va avoir 5. Les pertes, entre 2000 et 2015, 50. Quel est le stock de 2015 ? Le stock de 2000. Si on a observé, hein, on a calculé, là, à partir des observations, à partir de données, on avait 1000 sur un pixel. Donc, il faut retirer, on va dire, c'est le stock de 2000 moins ce qui a été gagné et plus ce qui a été perdu. Donc, ça veut dire que si je connais les gains et les pertes, j'avais 1045 en 2000, j'en ai perdu 50 et j'en ai gagné 5, et il me reste en 2015 1000. C'est des montants qui sont très peu importants, les gains, en fait. Hein. On a un peu d'approximation, mais il n'existe pas de meilleures données nulle part. Hein. Ça, c'est absolument sûr. Et les pertes, là, les pertes, elles sont annuelles, elles sont bien connues. Là. Toutes les études aujourd'hui travaillent avec ce genre de données. À partir de 2015, on va avoir des données supplémentaires qui sont produites pour Copernicus, aussi sur la densité des arbres, mais qui sont produites un peu de la même façon, avec des images satellites différentes. Mais il faut travailler avec ce type de données. Et à mon avis, c'est quand même, on a quand même des résultats qui sont pas, c'est pas mauvais ce qu'on obtient. Hein. J'avais une hésitation sur le montant, je confondais dans ma tête le montant de la production primaire nette de carbone d'une forêt tropicale, disons, hein, qui est entre 60-80 tonnes par hectare, et puis le stock. Et en fait, on voit le stock, il est là, ce que l'on voit, on a des stocks qui sont autour de 4, 500, 600. Ce qu'on aurait dans une forêt tropicale, on aurait 600. Ça veut dire que la production primaire nette, c'est avec deux bases de données indépendantes, on a une production primaire nette qui serait de l'ordre de 10%. Et ça, je pense que c'est assez réaliste comme chiffre. Hein. Si on retire de la production primaire nette la perte des feuilles, par exemple, hein, donc ce qui retourne, ce qui va être finalement perdu, qui va retourner au sol, on doit arriver à trouver une croissance des arbres de l'ordre de 2 à 3% par an. Ça, c'est les chiffres qu'on voit partout, hein, qui sont les chiffres observés par les inventaires forestiers, qui sont faits par les forestiers qui vont faire des trous dans les arbres avec des carottes, hein, pour mesurer, etc. Et donc, on a des ordres de grandeur qui sont quand même, je pense, pas si mauvais que ça. Hein. Je pense que c'est assez bon, même si c'est au démarrage. Hein. Ça, on le connaît, et c'est ça qu'on veut calculer. Ce qu'on va chercher maintenant, on a besoin d'avoir les fichiers de Hansen. Donc, on va aller chercher du Global Forest Change, hein, des fichiers des gains et des pertes. Donc, grid load, input data, GFC Hansen. Alors, on ne va pas refaire le tuilage. Hein, vous avez vu les tuiles. Donc, on a la manière de procéder, c'est la même chose que pour biomasse. On va chercher les tuiles qui correspondent. Il va falloir 2 tuiles. Hein, toujours le problème des 20 degrés Est et 30 degrés Est. Donc, on va faire la mosaïque. On va avoir donc des données pour les tuiles, et on va les rééchantillonner on va peut-être faire le rééchantillonnage il est un petit peu différent, donc avec la projection, mais il est un petit peu différent de la... Voilà. Donc ce que vous avez ici, ce sont des données en gros à 30 mètres. Vous allez voir voilà ce que ça donne, hein, les arbres
Donc, vous voyez, c'est pas, on ne va pas se tromper beaucoup si, si on a quelques années en plus ou en moins. Hein. D'accord? Vous voyez à peu près ce que ça donne? Mais c'est fin, hein? 30 mètres, c'est pratiquement un arbre. Hein. Et on a, alors, sur les données de perte, là, par contre, on va avoir des données par année. Donc, vous voyez la légende. La légende, ça correspond c'est le numéro de l'année, en fait. Hein. Donc, on a les pertes. Et ça, c'est une information qui est vraiment intéressante. Hein. Elle n'est pas parfaite, hein, il n'y a rien de parfait, mais c'est quand même une information assez puissante. Et dans le cas des Guyanes, on voit vraiment se développer la déforestation hein, le long des routes, etc., où là, là où il y a de l'orpaillage, on le voit vraiment très bien. Donc, je pense que c'est des données qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Alors, ces données-là, elles sont à 30 mètres. Nous, on travaille à 100 mètres. Donc, on va d'abord le reprojeter tout simplement. Hein. Si vous voulez, on a un problème dans le calcul là qu'il faut régler, c'est le problème des no data. Donc, on va faire d'abord on va reprojeter. Alors, on peut reprojeter les deux fichiers. On va laisser en 4326, défini par l'utilisateur. On va d'abord faire la transformation des grilles. Je vous le montre après on ira chercher les données. C'est un petit peu long à faire, hein, parce que ce sont des fichiers qui sont très volumineux. On va voir le principe. Comment on passe d'une grille à 30 mètres et qui est dans un espace avec des données et des no data. Donc, c'est compliqué à rééchantillonner. Comme je vous ai expliqué, quand vous avez des calculs avec des no data, en principe, le logiciel, ou la plupart du temps, le logiciel prend les no data ça reste des no data. Donc, il faut faire assez attention où c'est pris pour des valeurs conventionnelles, moins 9999. On peut avoir des surprises. Donc, il faut y aller pas à pas. Donc, ce que l'on va faire, si vous regardez page 27, vous allez voir ce que je veux vous montrer, c'est l'opération de rééchantillonnage. Si vous voyez la carte, à gauche, là, hein, vous avez des pixels qui vont être, ça va être 1 s'il y a eu un gain ou 0. Donc, on va produire une carte comme ça. Et ensuite, ces pixels de 30 mètres, on va les rééchantillonner à 100 mètres et en faisant la moyenne. Donc, regardez, c'est vraiment la même fenêtre. Vous voyez comment ça va se traduire. Hein, c'est la moyenne de pixels de 30 mètres en des pixels de 100 mètres. En gros, vous avez 9-10 pixels. Hein, c'est ça le principe. Je pense que j'ai mon fichier de gain. Donc maintenant, il est transposé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en 1, 0. Donc je vais prendre, on va prendre le grid calculator. On prend la grille qu'on vient de créer. Ça, c'est le fichier qu'on vient de rééchantillonner, de reprojeter en format 3035. On va lui dire qu'il faut annuler remplacer les pixels. Donc, pour lui dire, la commande, c'est if, else, équal, G1, virgule, moins 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 9, la suite. On tape 5, c'est pas 5 fois 9, on tape 9 5 fois. Ça, c'est le code des no data.
Et donc, si G1 est en no data, on veut 0. Et sinon, on veut garder le 1, ou on veut garder G1. On garde G1, on garde la valeur. On peut mettre 1. Et donc, ça va être gain 0, gain 0, 1. Voilà le fichier qu'on crée. Il aurait fallu que je dise de prendre les no data. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, de ce point-là, c'est que quand on a des pixels qui sont plus petits que 100 mètres, on va les rééchantillonner à 100 mètres en faisant la moyenne. Si on faisait le plus proche voisin, ça veut dire qu'on garderait la valeur du pixel le plus important dedans. Donc, vous voyez là, maintenant, on a les valeurs des pixels, les affiches. Vous voyez, j'ai des 1 et des 0. D'accord? Donc, maintenant, on va rééchantillonner. Est-ce que j'ai resampling? Oui, j'ai resampling. Je vais, c'est mon fichier à 34 mètres et mes gains. Et je vais prendre mean value. C'est ce qui marche, c'est ce qui donne les résultats les plus corrects. Hein? Just mean value. Il y a plein de solutions, mais Saga est un outil de calcul scientifique. Hein? C'est fait pour des chercheurs. Hein? Et donc, ils font des choses très, très compliquées avec Saga. Donc, il y a beaucoup d'outils. Et la valeur, c'est ce dont on a besoin. Et le système, grid system à 100 mètres, on l'avait déjà mis. Et donc, on va rééchantillonner. Et donc, vous voyez, on a créé dans la zone des fichiers à 100 mètres, un fichier gain 0,1. Mes couleurs, elles ne sont pas bien. Voilà. Les couleurs par défaut ne convenaient pas bien. Si je mets des décimales, on va mettre deux décimales. Voilà comment on fait la transformation. Hein. Donc, je prends l'onglet Map, je vais chercher les cartes que je viens de faire. Hein, la carte 02, c'est à 30 mètres, et la carte 09, elle est à 100 mètres. J'étais parti de cette carte-là, où j'avais des 0 et des 1, et j'ai des valeurs moyennes qui sont calculées. Donc ça, ces valeurs moyennes, je vais pouvoir les utiliser. Je peux les utiliser dans mes calculs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ces valeurs moyennes par qui me donne le nombre d'arbres, hein, les arbres qui ont été gagnés. Donc je sais, hein, c'est 50% ici, là c'est 10%. Alors pour passer au calcul, on va aller chercher les fichiers reprojetés. Donc voilà les pertes annuelles. Donc les pertes ont été calculées sur la période 2000-2015. Et pour les gains, on en a un petit peu plus. Hein. Donc tout ça est expliqué dans le tutoriel. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va estimer les pertes et les gains. On va estimer 2000. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre l'année de base de la biomasse, l'année 2015, on va retirer les gains et on va ajouter les pertes. Donc, grid calculator, maintenant on est dans la zone à 100 mètres, et qu'est-ce qu'on va faire? On a notre stock d'arbres de 2015, ok? On va retirer les arbres, le stock d'arbres depuis 2000 et rajouter les pertes. Donc la formule va être la suivante. On va avoir donc la première grille G1. Là, vous vous souvenez bien des fichiers rééchantillonnés, ce que ça donne. Hein? On a des pourcentages de gains et des pourcentages de pertes par pixel. Il faut bien avoir ça en tête. Hein? Donc là, je vais avoir G1, c'est 2015, moins les gains, c'est G2 multiplié par G1. Sur la plupart de l'image, le G2, c'est 0. Donc, on aura juste là où il y a des arbres qui ont été détectés et on aura la moyenne, la densité de ces arbres dans le pixel de 100 mètres
détecté. Et on rajoute plus, maintenant, G3 multiplié par G1. Donc G3, c'est les pertes. Donc on a le stock 2015 moins les gains. Les gains, c'est le pourcentage de gains multiplié par le stock. Le stock, ça nous donne la quantité. Les gains, c'est les surfaces. Hein. On a un pourcentage de surface. Là, ce qu'on observe, c'est des surfaces. Donc on sait qu'on a perdu, on a gagné 20% d'arbres ici. Donc on va mettre 20%, 0,2 multiplié par la valeur de G1. Et on sait qu'on a, donc ça c'est les gains, et sur les pertes, c'est G3, hein, loss total, loss tot. Hein. Les fichiers en scène, ça s'appelle loss year, et ça c'est loss total sur 2000-2015, et aussi multiplié par G1. Donc on a les gains et les pertes qui sont exprimés en pourcentage du stock de G1. Et donc là, on va avoir un fichier qu'on va appeler C11 2000 IAGC, notre année 2000. Voilà le stock 2001. Il n'y a pas énormément de changements dans la région. Vous allez voir. C'est quand même du monitoring très fin. Hein. Vous voyez les pixels qui changent? Est-ce que vous voyez les changements? Ça, c'est 2015. Ça, c'était 2001. Ce qu'on connaît, on connaît des variations de surface. Des variations de surface, de pertes totales cumulées. Hein, c'est le cumul sur 15 ans des pertes qui ont été rééchantillonnées et les valeurs ce sont des pourcentages. On a le pourcentage de pertes en surface ou en nombre d'arbres, si on veut. Mais c'est un pourcentage de pertes. Hein, c'est de pixels de 30 mètres rééchantillonnés à 100 mètres. Donc, quand il y a rien, c'est zéro. Hein, et puis, on a 10% de pertes, etc. Donc, les pertes, on va les rajouter. Hein, donc, c'est assez simple, mais je trouve que les résultats sont quand même très intéressants et au niveau local. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on regarde les statistiques forestières, les inventaires forestiers, on a des données qui sont des fois pour nationales ou pour des grandes régions, et on a des statistiques qui sont agrégées, et on ne sait pas s'il y a eu une perte. Déjà, quand on agrège, hein, la perte relative agrégée, ça va être 1%, mais ça peut être dans une partie de la région, ça peut être 50%. Et ce qu'on veut voir dans une logique de dégradation des écosystèmes, on veut voir toutes les situations où ça se dégrade. Et si on a simplement un pourcentage agrégé, on va avoir des informations du type au total, dans le pays, les écosystèmes se sont dégradés de 1%. Alors, il faut savoir que c'est très grave, 1% de dégradation. Mais si on se contente de dire les choses comme ça, hein, on va se dire, bof, c'est pas terrible. Mais 1%, c'est très grave. Hein. Ça veut dire que 1% pendant 70 ans, ça veut dire que la valeur totale des écosystèmes, la valeur écologique totale des écosystèmes est divisée par 2 en 70 ans. Voilà ce que ça veut dire 1% de dégradation. Mais c'est pas, ce qu'on veut savoir, c'est là où ça se passe. Parce que si on veut agir, si on veut dire aux gens qui sont en train de dégrader, il faut arrêter de dégrader, les gens, hein, ça peut être les autorités politiques, ça peut être les paysans, les entreprises, les aménageurs, etc. Hein. Mais si on veut dire, attention, là, ça se dégrade, et on l'a vu, on l'a repéré, il faut qu'on aille à un niveau géographique assez fin. Ensuite, à la fin, on va pouvoir remettre tout ça ensemble et on arrivera sur des agrégats. Mais on saura que le 1%, ça va traduire une distribution, une dispersion des valeurs. Hein, que le 1%, ça veut dire que 95% du territoire n'a pas bougé, par exemple, et que sur 5%, il y a des dommages qui sont très grands. C'est ce genre de choses que l'on doit pouvoir exprimer comme indicateur à partir des comptes.
parce que c'est ça qui conditionne l'action. Si on ne sait pas où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, ben, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est la grosse difficulté aujourd'hui sur les données sur la biodiversité, c'est qu'on nous dit qu'il y a des pertes d'espèces. Ben oui, oui, il y a des pertes d'espèces, mais comme on ne sait pas exactement où ça se passe, on ne sait pas. Si on sait où ça se passe, on peut bien sûr comprendre la relation avec les causes et agir sur les causes pour que ça s'arrête. Mais si on a des données qui sont très générales, on va discuter pour savoir si c'est une extinction en 50 ans, en 2 siècles, en 3 siècles. Et malheureusement, on constate, on sait que le problème est grave, mais on ne sait pas où. Et donc, ça n'aide pas beaucoup pour l'action. Donc, avec ce genre de méthode, on arrive à spatialiser de manière très fine, en profitant de ce travail fantastique qui a été fait par l'Université du Maryland et Hansen. Bruno Smet et Marcel, je ne sais plus comment il s'appelle, Marcel à Vito, ont fait la même chose directement avec des données à 100 mètres, qui donne aussi une bonne appréciation de densité des arbres entre 2015 et 2020, 2019. Donc ça, c'est téléchargeable sur Copernicus. Donc on a quand même les moyens de voir ce qui se passe et où ça se passe.